C'est bon? Ouais, ça doit être bon. Ok, alors merci Nicolas avant tout d'accepter d'être enregistré, comme je te le disais de façon tout à fait transparente. Beaucoup d'étudiés, de clients d'études de cas, anciennement appelés phone coaching, décrètent que leur cas est tellement personnel qu'on ne peut pas enregistrer. Par contre, ils se sont gavés, ils ont dévoré les études de cas des autres. Hein. On adore écouter les études de cas des autres, mais évidemment, on ne veut pas partager la sienne. Hein. Tu sais, c'est comme ceux qui ont connu le net du début avec les téléchargements, là. Tout le monde voulait télécharger avant Netflix, tout le monde voulait télécharger des dizaines de films, mais pour préserver sa bande passante, en fait, on bloquait l'upload. Donc, en fait, on ne voulait que download, mais on ne voulait pas upload. Et les plateformes devaient forcer les gens à accepter de partager les trucs qu'ils avaient, parce qu'ils disaient, si tout le monde ne fait que prendre, ça ne peut pas, tout simplement, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Donc c'est un peu la même logique. Donc voilà, merci à toi, anonymise ce que tu veux. Et rien que pour remercier Nicolas, likez sous la vidéo, commentez et partagez-la avec ceux à qui elle pourrait être utile. On t'écoute. Alors moi surtout dans un sens en fait j'accepte d'autant plus volontiers que c'est pas forcément des cas qui me touchent affectivement, mais c'est plutôt des réflexions que j'ai eues suite au séminaire que j'ai écouté, suite à ce que j'ai pu lire de par ailleurs. Donc c'était des questions un petit peu d'ordre relativement général, mais enfin en tout cas qui m'implique un peu moins émotionnellement. J'imagine les gens, ça peut être aussi un peu il peut y avoir une certaine pudeur qui fait qu'on n'a pas envie non plus d'étaler toute sa vie. Bon, bref, moi dans mon cas, alors quelques questions spécifiques. J'ai un phénomène, donc j'ai une quarantaine d'années, j'ai un phénomène un peu, justement pas particulier, un peu général que je suis en train d'observer autour de moi, qui est toute une génération de femmes qui arrivent, qui ont entre 35 et 40 ans, on va dire, qui les trois quarts du temps sont mariées, ont un ou plusieurs enfants, qui ont un mari que je qualifierais pas d'idéal parce que ça existe pas forcément non plus, mais en tout cas qui est un type super attentionné, des gens qui font quand même le job, quoi, qui les frappent pas, et toutes elles entreprennent de les quitter. Mais toutes, pas toutes, mais j'ai quand même là maintenant une certaine récurrence, comme dirait l'autre, c'est-à-dire j'ai 3, 4, 5 cas qui me viennent dans l'esprit, où à chaque fois je vois ça, et j'avoue que j'ai plusieurs hypothèses, mais j'aurais bien voulu avoir ton sentiment là-dessus, parce que autant quand j'étais gamin, par exemple, quand mes parents se sont séparés, quand mes parents sont séparés, on peut pas dire non plus que mon père maltraitait ma mère, mais j'avais plus l'impression qu'à l'époque, par contre, moi, en l'occurrence, mon père était parti, et j'avais plus l'impression que il y avait un côté où c'était plus un phénomène qui venait des hommes, que l'inverse. Alors je sais pas si premièrement mes récurrences sont justes ou pas, et deuxièmement est-ce que toi tu peux en penser. Ça c'était une première question. À la limite, ce que j'en pense n'a strictement aucune importance. Ce qui prime, c'est la réponse du réel, quoi. Ce que j'en pense sur le fait que les femmes devraient ou ne devraient pas songer à quitter leur compagnon, et est-ce que leurs raisons sont vraies ou pas vraies, bonnes ou pas bonnes, acceptables ou pas acceptables, souhaitables ou pas souhaitables, à la limite, ce que Stéphane Edouard en pense, on s'en fout. Oui, non, je veux dire, quelle est ton analyse là-dessus, en fait, sur ce point? Parce que, est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est un phénomène qui est relativement contemporain? Non. Non, d'aussi loin que moi j'ai commencé à regarder ces choses-là il y a une vingtaine d'années, et statistiquement, ça, à l'origine des divorces, c'était toujours les femmes dans 2 cas sur 3. Ça a toujours été le cas. Alors évidemment, les statistiques ont un temps de latence, puisque quand un phénomène évolue, d'abord il faut le temps que les sondeurs aient envie de le sonder, ou plutôt soient mandatés pour le sonder. Après, il faut le temps que les sondages paraissent. Après, il faut le temps que les sondages soient diffusés et partagés dans le grand public. Donc il se passera peut-être 5 ou 10 ans avant qu'une évolution sociétale se remarque du point de vue des médias, par l'œil des médias. Après, que te dire, non, ça ne correspond ni à mon observation, ni aux chiffres que je lis ici et là depuis, encore une fois, une vingtaine d'années.
un peu paradoxal dans l'affaire, c'est que généralement, les trois quarts du temps, elles se foutent dans la merde. C'est-à-dire que, alors à part quand quand c'est un divorce justement qui se fait pas, à tort et qu'elles arrivent à avoir une pension, mais là je te parle de femmes qui se retrouvent en garde alternée, dans le meilleur des cas, voire en garde complète, mais pas forcément avec une pension, qui se retrouvent finalement avec toutes les responsabilités sans les avantages. J'ai pour principe d'éviter de commenter les situations de gens dont je ne sais rien, qui ne sont pas là. On est en train de parler de cas hyper abstraits, on est en train de parler de cas dont on ne sait rien des enjeux, on ne sait pas ce qui se joue derrière ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise en fait, Frédéric ? Non, rien du tout. Si je faisais des généralités à l'emporte-pièce non sourcées et basées sur une intuition, je serais un charlatan. Et je ne le suis pas. Donc, là, tu me parles d'amis ou d'amis ou de gens que tu connais de près ou de loin. Moi, je n'en sais rien. Je te dis que ça ne correspond pas ni à ce que je vois, ni à ce que je sais. Je ne vais pas commenter les divorces d'hommes et de femmes dont je ne sais rien. Ça c'est n'importe quoi. Je suis désolé. Avec tout le respect que je te dois, c'est n'importe quoi. Ok. Non, je sais pas. En fait, en gros, j'ai ma réponse. C'est juste, j'avoue que je pense que tu extrapoles un petit peu à partir de cas particuliers. Ok. Bon. Donc ça, j'ai une première réponse. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième question, toujours un petit peu dans le, c'est un petit peu alors. Parce que je cherche un petit peu des récurrences pour comprendre des choses, voir des choses qui me sautent aux yeux ces derniers temps. Notamment, j'ai pas mal d'amis qui me racontent, d'amis femmes, toujours là, je parle de cas plutôt féminins en l'occurrence, qui me racontent le début de leur nouvelle relation. Et à chaque fois, parce que c'est une histoire aussi qui m'est arrivée, en fait, elles te racontent l'histoire, tu vois très bien que comment se déroule le scénario. Et à chaque fois, elles ont la même surprise de se retrouver avec la personne. C'est-à-dire que elles racontent l'histoire comme si c'était quelque chose dont qu'elles avaient jamais voulu vraiment souhaiter ou provoquer. Et j'arrive pas trop à voir à quel point elles mentent quand elles racontent ça. Je suis désolé, les questions que je pose là, d'un point de vue pas grand public, je trouve que d'un point de vue études de cas, c'est pas hyper passionnant, mais c'est un peu des questions que j'ai dans la tête, donc j'en profite. Mais oui, mais ça, c'est un invariant féminin qu'on a abordé de nombreuses fois dans les séminaires qui tournent autour de la logique des femmes, du langage des femmes, etc. Disponible, je le rappelle, en téléchargement immédiat sur Mode Consulting. Certains pensent qu'il faut impérativement s'abonner pour écouter mon travail payant. Ça n'est pas le cas. Il suffit de lire 5 minutes. On comprend que ça n'est pas le cas. On peut très bien télécharger on peut prendre les choses en téléchargement immédiat. C'est un petit peu plus cher, mais on peut. Ça, c'est un invariant féminin, disais-je, qui consiste à ne concevoir le rapprochement que de manière, on va dire, pour être gentil, feutré, et pour être moins gentil, fourbe. C'est-à-dire que c'est une cinétique de déresponsabilisation, hein, c'est-à-dire l'idéal d'un rapprochement, d'une étreinte et voire d'un début de relation parfaitement normal et suivi n'est jamais dans la bouche d'une femme. J'ai réfléchi sereinement, j'ai écouté mon intuition et ma raison. Cette personne me semblait sortir du lot pour des raisons ABC. Je me suis rendu disponible et j'ai montré de l'intérêt et je me suis montré un petit peu créative dans mes propositions. Ça l'a emballé. Nous sommes... Non, c'est toujours il est sorti de nulle part, blabla, par des amis, et puis l'un dans l'autre, sans me rendre compte de rien. À un moment, j'ai pas compris. On a passé la soirée à s'amuser ensemble. C'est ça. Non, j'ai rien vu, il y avait rien. Voilà. J'avais un peu bu. Et puis là, elle te parle de 3 détails qui n'ont rien à voir. Donc, elle va te parler de la température, de ce qu'elle a fait la veille, etc. Et à un moment, il avait sa langue fougueusement dans sa bouche. Tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que les romans
impliquant des rencontres ou des séparations, les romans qui survivent à l'épreuve du temps sont systématiquement ceux des hommes, ou ceux de femmes très masculines ou voire homosexuelles, parce qu'en réalité, les rencontres relatées par des femmes n'ont jamais aucun intérêt, dans le sens où elles n'ont jamais aucune idée de tout ce qui préside à l'avènement de la rencontre. Et c'est pour ça qu'elle me détestait déjà à l'époque où je n'étais pas l'infâme misogyne d'M6, j'étais simplement un petit mec de 25 ans qui racontait ses rencontres sur un blog, qui s'appelait Spike Séduction à l'époque. C'était assez élégant, assez chaste, il n'y avait pas de choses graveleuses ni rien, mais le simple fait que je vois et que je comprenne ce qui se passe les horripilait, parce que pour F, c'est hérétique de comprendre ce qui se passe. Ce qu'il faut, c'est ne rien faire, ne rien vouloir, n'avoir aucune intention, ne rien désirer, et à un moment se retrouver à califourchon sur le visage d'un mec ou enfourché sur la table de son ostéo. Sauf qu'en réalité, l'ostéo, si tu veux, pour en arriver à cette étreinte, c'est 6 mois de conquête lente et patiente, dont lui se souvient très bien de ce que ça lui a coûté, tu comprends? Oui, très bien, ouais. C'est-à-dire de la bravoure, de la finesse, de l'humour, de la persévérance, du timing, etc. Mais en fait, elles n'ont aucun discernement en matière de, pas qu'en matière de rencontre, mais notamment en matière de rencontre. Et c'est pour ça que tous les coachs relationnels femmes sont indigentes, voire indignes. C'est à chaque fois de la merde, leurs analyses. Il n'y a jamais rien. Et c'est pour ça que mes publications, même quand elles étaient un peu plus légères, un peu moins structurées que mes séminaires actuels, mes publications ont toujours eu du succès. C'est parce qu'en fait, ce que j'écris fait sens d'un point de vue de la logique des sciences, la logique qui fait tenir les ponts et qui fait voler les avions. De leur côté, quand elles te racontent une histoire, ça n'a jamais aucun sens, et elles font ce qu'on appelle du story picking. C'est-à-dire qu'elles piquent, elles ne picorent dans leurs histoires que ce qui accrédite leur thèse, sans rien voir, si tu veux, de la réalité, de tout ce que le mec a dû entreprendre et risquer pour en arriver là. Donc, ça marche pour elles parce que le marché des rencontres est dérégulé en leur faveur, c'est-à-dire que n'importe quelle girl next door, n'importe laquelle, même une meuf avec les cheveux gras, avec un... C'est ce qu'on voit depuis le déconfinement. Ouais, non mais ça fait c'est ahurissant. Ça fait 10 ans. Ça fait 10-15 ans. Le smartphone, enfin l'ordinateur d'abord fixe, puis portable, puis le smartphone, a dérégulé deux choses. Il a dérégulé le marché cognitif, c'est-à-dire que l'attention des gens devant un écran est devenue l'enjeu d'un marché, et tous les publicitaires et tous les créateurs de contenu sont prêts à se prostituer pour capter l'attention des gens et le monétiser. Et la deuxième chose que l'Internet, puisque le smartphone, on va dire que le web, a dérégulé, c'est la rencontre. C'est-à-dire qu'avant le web, ce qu'on appelle une girl next door, c'est-à-dire une femme qui n'est ni grande, ni élancée, ni particulièrement fine ou proportionnée ou bien prise, tu sais, dans le monde traditionnel, dans les pièces de théâtre ou dans les opéras, on disait une telle à la taille bien prise, et puis c'est ce qui l'a distingué de sa duègne, tu vois. Il y avait le rôle principal qui était une dame un peu élégante, avec une taille, avec des hanches, etc. Puis il y avait la duègne qui était un petit champignon à côté. Si tu te souviens de tes cours de théâtre ou de tes lectures à l'école, tu vois. Et désormais, en fait, alors après, il y a le porn qui est passé par-dessus et qui a renommé les duègnes en Girl Next Door, qui peuvent avoir leur charme, on va dire, avec un minimum de goût et d'apprêtement, etc. Encore une fois, tous les hommes ne sont pas des Apollons, et tout le monde ne peut pas prétendre à... je sais pas qui, je prends un modèle iconique, Raquel Welch, pour fêter son anniversaire qui a eu lieu hier. Tout le monde ne peut pas prétendre à un top modèle international ou à une diva. Bon, ça c'est normal. Chacun peut prétendre à ce à quoi il peut prétendre. Mais désormais, le champignon, c'est-à-dire la duègne, elle a même plus besoin de s'apprêter
ou on va dire, d'incarner les codes de la féminité. Internet et le téléphone portable et Bumble et Tinder, etc., leur ont ouvert les portes et dérégulé l'accès aux hommes. Et aujourd'hui, n'importe quelle petite nana un peu épaisse, aux cheveux gras, pas de seins, enfin n'importe quoi, a accès à 10, 50 ou 100 fois plus d'hommes qu'un beau gosse sur la même application. Tout le monde le sait, il y a des exemples, des démonstrations et des preuves de ça depuis les débuts du web, depuis le début de Mythique et compagnie, on le sait que c'est comme ça. N'importe quel profil féminin, même sans photo, chope plus qu'un profil masculin beau gosse. Et le problème, c'est que elles ne sont cognitivement pas prêtes à avoir ce choix-là. Et comme elles manquent de discernement, elles font les mauvais choix et elles se retrouvent généralement la pain bêche numéro 14 d'un type qui a le choix plutôt que d'être la numéro 1 d'un type peut-être un tout petit peu moins, d'un tout petit peu plus normal, quoi, un type qui leur correspondrait. Et j'ai oublié la question, mais je pense que le développement n'était pas inintéressant pour autant. Quelle était la question ? Du coup, le problème c'est que je suis passé aux questions suivantes. J'avais envie de rebondir sur ce que Alors, la première c'était le divorce et ensuite c'était oui, pourquoi les nanas qui te racontent leur rencontre de façon comment elles te ah oui, parce qu'elles n'ont pas, elles ne comprennent rien, d'accord. Elles sont catastrophiquement naïves en matière de choix masculin et de relations parce qu'elles se refusent à comprendre, parce que comprendre pour elles c'est désérotiser, d'accord. C'est la raison pour laquelle elles me tombaient déjà dessus à l'époque où je ne donnais aucune analyse, aucun conseil. Je me contentais humblement sur un blog parmi des milliers. Je dis pas des millions, c'était en 2006-2007, on n'était pas des millions, on était quelques centaines à l'époque en France, j'imagine, à raconter nos histoires. Et j'étais conspué au titre que je comprenais. J'ai jamais voulu transformer les hommes en armée de robots séducteurs, etc. Ça, c'est des âneries. Ceux qui me suivent depuis 15 ans le savent. Mais simplement, je voyais ce qui se jouait. Et voir ce qui se joue, pour une femme, c'est nuire à la cause. Pour une femme, pour F, c'est nuire à la cause. C'est utilitariste. C'est faire du pragmatisme hors de propos. C'est presque capitaliste. Alors qu'en réalité, en ne comprenant rien, les capitalistes en dernière instance ce sont elles, puisqu'en ne comprenant rien, elles se sont jetées sur un marché dérégulé qui s'appelle les applications, où non seulement elles ne captent rien, en plus elles enrichissent la poignée de start-upers offshoreurs qui détiennent ces applications, hein, quelques dizaines de personnes riches à milliards de ces applications, et résultat, elles se font élargir comme des pièces de 5 francs par Nabil et compagnie et n'importe qui les ghost, et donc même leur propre sentiment d'échec augmente, puisque une étude récente pour Ipsos, on me reproche parfois de ne pas citer de chiffres, là je vais en citer, il y a une étude récente pour Ipsos qui date de la dernière semaine du mois d'août 2021, donc vous pourrez comparer par rapport à la date de publication de cet entretien, vous pourrez voir à peu près si c'est récent ou pas. Donc dernière semaine d'août 2021, Ipsos montre que l'insatisfaction, je dis bien l'insatisfaction des femmes par rapport à leur vie sexuelle augmente avec le nombre de partenaires. Il n'y a pas plus heureux qu'une femme qui a eu 1, 2 ou 3 partenaires dans sa vie. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est Ipsos. Alors on peut dire que Ipsos est tronqué, tout ce qu'on veut. Moi, pas de problème. Mais ce n'est pas mon opinion. Donc il y a un moment, en refusant de comprendre, on a relégué les rencontres du réel à du harcèlement. D'accord ? Alors qu'en fait, il n'y a rien de plus beau que rencontrer une inconnue dans le train ou dans un café ou je sais pas quoi, devant un resto. Ça n'existe quasi plus. D'accord ? Il n'y a que les ultra relous qui font ça.
De toute façon, elles ne regardent pas, elles ne croisent pas le regard. J'en ai déjà parlé dans un phone coaching récent ou une vidéo récente, je ne sais plus. Et vous avez acquiescé en commentaire. J'avais raconté l'exemple de ces 2 girls next door sur la promenade des Anglais. Il y avait 4 pompiers ultra sportifs, beaux gosses, etc., coupe au carré, qui passent en jogging torse nu. Les 4 pompiers regardent les 2 boudins, les 2 champignons, mais les 2 champignons ne regardent pas les beaux gosses, d'accord? Donc et ça tout le monde en commentaire avait dit oui c'est vrai, y a pas d'eye contact, t'es au rond-point, tu regardes pour savoir si la personne va passer ou pas, elle ne te regarde pas. Bon, donc elles se sont lancées à corps perdu, et je choisis mes mots, hein, c'est vraiment à corps perdu, sur des applications où elles sont de la chair à canon pour les 3% de mecs qui ont le choix, d'accord? Et tout en honnissant et en œuvrant à l'éviction de gens comme moi qui prenaient la beauté, le naturel, le charme, au simple titre que je mettais en communication, je mettais en dialectique le cerveau et le ventre. J'ai jamais dit qu'il fallait pas avoir d'intuition de 6e sens, d'intuition féminine, etc. C'est très bien. J'ai juste dit il faut de l'intuition et de la raison. Il faut des ovaires et un cerveau, d'accord? Il faut un trou de balle et il faut une bouche de l'autre côté. Tu vois, ça communique, c'est un tuyau, quoi. Ça s'appelle l'intestin. Et j'ai dit, quand on écoute trop le bas et pas le haut, on a un problème. Et quand on écoute trop le haut et pas le bas, et ben ça marche pas non plus. Et résultat, voilà, elles se retrouvent dans des relations où elles ne comprennent pas, elles ne comprennent rien, avec des types qu'elles ne comprennent pas, et elles finissent ensuite à écouter mon séminaire logique des hommes, et en fait elles tombent des nues. Je n'avais aucune idée de ce que les hommes désiraient, de pourquoi ils disparaissaient, aucune idée. Elles n'ont aucune idée, alors qu'elles ont tout le temps et les ressources à disposition. On en parlera dans mon prochain séminaire sur le discernement, auquel j'espère que tu participeras. Ce sera le 25 septembre prochain, 2021. L'humanité n'a jamais eu autant de temps et de ressources à disposition, puisqu'elle n'a jamais aussi peu travaillé collectivement. Hein, le budget et donc le nombre d'heures hebdomadaires consacré simplement au fait de se nourrir et de se loger n'a jamais été aussi bas dans l'histoire de l'humanité. Donc nous avons collectivement et statistiquement plus de temps libre que jamais auparavant. Et nous avons, soi-disant, je dis bien soi-disant, l'intégralité des connaissances du monde à portée d'un clic. On est bien d'accord? Je te rappelle que... attends, un instant... Je te rappelle qu'à l'époque de nos parents, la plus grande quantité d'informations que tu pouvais rassembler dans un même foyer, c'était au maximum une encyclopédie d'une douzaine, quinzaine ou vingtaine de tomes. Oui, et même les bibliothèques municipales avaient 2-3 encyclopédies maximum. On est bien d'accord? Oui. Désormais, tu as des millions de téra fois une encyclopédie à portée d'un clic. Et pour autant, les gens, et notamment les femmes, ne comprennent toujours absolument rien à la psychologie. Et c'est un peu honteux, en fait, je trouve, de leur part. Mais en même temps, ce qui est un peu cohérent, et je vais rebondir un peu sur les barbares, justement, que j'ai lu pour le coup, parce que j'avais vu ta conférence, et j'ai lu cet été, là, c'est que le... Comment dire, je trouve que c'est parce que c'est un problème qu'on décrit qui est féminin, mais je pense que les hommes aussi ont cette même tare, et c'est très lié aussi à la barbarie, c'est-à-dire ce côté de passer d'une expérience à l'autre, que dès qu'il y a un truc qui commence à gratter un petit peu, à être un peu abrasif, à demander un travail pour le comprendre, on passe à autre chose. Ça, c'est quand même un problème général. C'est pas... c'est même presque un projet politique à un certain point. Oui, il y a deux façons de répondre. Le premier, c'est qu'effectivement le temps d'attention objectif a baissé, mais ensuite il y a aussi un autre volet qui est beaucoup plus logistique, qui est que tout simplement, je l'ai déjà dit 1500 fois, on se sépare car on a la certitude de pouvoir subvenir à sa survie seul.
parce que on est capable de trouver le petit tiers-état, le petit électricien, n'importe quel. Tu vas sur un forum d'expat ou un groupe Facebook du nom de ta ville, la moitié des meufs s'y connectent en fait pour demander à des gens de leur monter un meuble. Et ce que je dis n'est pas de la misogynie, c'est la réalité. Tu vas aller voir les groupes Facebook on va dire, je sais pas quoi, Facebook Grenoble, Nouvel Arrivant, Facebook groupe. À chaque fois, c'est des demandes de dépatouillage logistique par rapport à des histoires de carte vitale ou je sais pas quoi, ou j'ai essayé de monter un meuble mais j'y suis pas arrivé. Alors qu'en fait elle a pas essayé, elle a juste ouvert le carton, elle a tout posé par terre, elle a fait une photo et elle a mis. Et il y a toujours un con qui gratuitement, dans l'espoir d'une gratification tendre, va monter le meuble. Donc il y a plusieurs questions dans ta question. Il y a le fait qu'effectivement, il n'y a pas un énorme investissement au niveau de la persévérance dans les couples, mais c'est simplement parce qu'avant, dans un monde moins tertiarisé, moins internetisé, plus bureaucratique et plus technique, eh bien tout simplement la quantité simplement l'investissement qu'il fallait pour simplement avoir l'électricité, l'eau, le gaz, se nourrir, se déplacer sans que tout tombe en panne, eh bien tout simplement c'est beaucoup réduit. Hein. On critique beaucoup, je sais pas quoi, on critique beaucoup à tort ou à raison, je ne sais pas, j'ai pas étudié le dossier. On critique beaucoup les compteurs Linky d'EDF. Bon, peut-être effectivement, je n'ai pas, encore une fois, j'ai pas étudié le dossier. J'ai dû réactiver l'électricité dans un de mes apparts à Paris. J'ai pas plusieurs apparts à Paris, dans un de mes apparts, à Paris. J'ai dû réactiver l'électricité que ma locataire précédente avait intelligemment coupé le jour de son départ, hein, cette pute. Évidemment, elle pouvait pas laisser courir quelques jours. Non, il fallait qu'elle coupe, tu vois, pour tout de suite mettre dans la merde, en fait, derrière pour les visites, hein, au titre que, mon Dieu, tu te rends compte, si on avait utilisé 2 € d'électricité pour allumer 5 minutes, tu vois, non, il fallait qu'elle coupe. Donc, j'ai dû réactiver, chrono en main, via téléphone puis mail, j'en ai eu pour 15 minutes. Ils ont retrouvé donc le numéro du compteur, le machin, le truc. Tout mail renvoyé, machin, entre téléphone et mail, 15 minutes. Je me souviens d'une époque pas si lointaine où un appel à EDF, c'était 1 heure. 45 minutes, 1 heure. Et il fallait communiquer tous les détails de la personne d'avant, la lecture du compteur, il y avait des erreurs, des trucs et des machins. Donc tout simplement, l'idée qu'il est humain de survivre avec un téléphone et une app pour tout est quelque chose qui est réel, est une idée qui est plus qu'une idée, qui est une réalité. Il y a 20 ou 30 ans, avant de se séparer, même en fin de désamour et de ressentiment, les gens se disaient « Putain, est-ce que j'ai envie de me taper la compta? Est-ce que j'ai envie de me taper des contrats de gaz, d'électricité, d'entretien de la voiture, de trucs et de machin ?» Ça paraît aujourd'hui risible, mais je t'assure que ça ne l'était pas. Et il y a énormément d'hommes et de femmes qui sont restés ensemble parce que l'idée que leur survie pèse sur leurs épaules, c'était trop. Et ils se déchargeaient. Alors l'homme se déchargeait généralement de la partie cuisine, de la partie ménage et de la partie habiller les enfants, parce que ça ne l'intéresse anthropologiquement pas beaucoup. Et la femme se déchargeait de la partie impôts, cotisations fiscales diverses et on va dire de tout l'administratif qui n'était pas la crèche. Avec des exceptions. Il y a des femmes qui se déchargeaient de la cuisine et il y a des hommes qui se déchargeaient des impôts aussi. D'accord, mais je fais des archétypes, des catégories. Et aujourd'hui, tout simplement, tout ça est un peu plus simple. Et donc, ce n'est plus une préoccupation majeure. Oui, ça stresse certaines personnes. Je connais encore quelques personnes de l'ancien monde, notamment quelques femmes qui n'ont plus aucune vie en commun avec leur mari. Ils font chambre à part depuis 15 ans, etc. Simplement,
jamais elles ne foutront le nez dans une déclaration d'impôt, et donc à ce titre, elles restent avec le bonhomme, mais c'est minoritaire. On se sépare parce qu'on peut, tout simplement. Avant, on ne pouvait pas. Et c'est quoi le but du mariage? C'est d'enfermer les gens dans un engagement qu'ils ne pourront pas rompre à la première instance. C'est tout. Oui, ça. Et puis c'est adapté aussi à une espérance de vie qui était bien inférieure à celle d'aujourd'hui, dans un sens. C'est vachement cohérent par rapport à l'expérience de vie en bonne santé. Parce qu'on vit pas forcément 3 fois plus qu'avant, on vit plus en bonne santé qu'avant. Enfin, en santé, on va dire correcte, et je m'abstiendrai de tout parallèle ou de tout commentaire sur la situation sanitaire actuelle générale. Je ne dirai rien, mais bon, je suis pas sûr que ça aille dans le bon sens. Donc, ouais, dac. Je continue un peu mes petites questions là, ou bien? Vas-y. Parce que justement, là, je vais plus sur une anecdote personnelle où je voudrais avoir un petit peu ton sentiment, donc ça va être un peu plus détaillé. Et je trouve que c'est un bon écho à ce qu'on vient d'expliquer, enfin, dont on vient de parler. Donc il y a de ça, parce que donc moi je suis célibataire là, depuis un petit moment, pour être précis, ça fait un peu plus d'1 an qu'on s'est séparés avec ma femme, qu'on a divorcé, et donc que je suis sur le marché, quoi, pour faire simple. Sachant que j'ai eu une relation entre-temps qui a été assez douloureuse, entre guillemets. Celle dont tu m'avais parlé. Bon, bah après, voilà. Et après, un petit peu comme tout le monde, quand t'es sur le marché, que t'es en plein confinement, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets sur les apps. D'autant plus que je me suis dit, à un moment, il faut quand même que je découvre ce que c'est, quoi. Donc j'ai pas été déçu, pour le coup. C'est-à-dire que c'est juste hallucinant. D'ailleurs, soit en passant, par rapport à ce que tu disais, ce que je trouve assez marrant, c'est que tu prends les profils là-dessus. À peu près toutes les nanas sont sur une forme pas de bien-pensance, mais en tout cas, il y a le côté, je sais pas, très urbain, végétarien, libéral de gauche, que sais-je. Alors qu'en fait, c'est une loi de la jungle, mais t'imagines même pas. C'est-à-dire, tu vois très bien. D'ailleurs, ça a été rapporté. J'ai lu cet article. Pardon, garde ton fil, s'il te plaît. Simplement, je cherchais en parallèle une source chiffrée de ce que j'ai dit auparavant. On me reproche souvent de ne pas assez citer de sources chiffrées. Je te disais qu'on n'a jamais eu autant de temps libre. Tu te rappelles ? Ouais. Donc ma source chiffrée, c'est aujourd'hui en France, le temps de travail représente 11% du temps éveillé sur une vie, alors qu'il représentait 48% en 1800. Ouais, quand même, ouais. On bosse 10% de notre temps de vie éveillé en moyenne. On bossait 50%, c'est-à-dire 1 heure sur 2 de notre temps éveillé en 1800. Tout compris, week-end compris, tout compris. Voilà, donc ça, j'essaierai dans la mesure du possible de back-upper ce que je dis avec des chiffres, pas tout le temps, mais quand je trouverai. Voilà, vas-y, reprends. Ouais, donc oui, je sais pas si t'as vu cette étude qui vient d'Allemagne, il me semble, qui explique comment est-ce que, en plus qui est rédigée par une femme pour le coup, qui explique que sur les réseaux sociaux, plutôt sur les applis de rencontres, il y a 80% des femmes qui cherchent 20% qui sélectionnent 20% des hommes. C'est exactement ce que je dis. C'était dans ma première publicité, mon tout premier blog qui s'appelait Spike Séduction. C'était un nom complètement con, je l'ai avoué 1500 fois. On avait fait une publicité pour ce blog qui était très très primaire avec des petites vidéos de très très mauvaise qualité. Et le slogan principal, c'était 80% cherche 20%. Donc tu vois, il n'y a pas plus invariant que ça. Ça n'a aucun rapport avec les applications. C'est un invariant. Ouais, mais c'est effectivement. Mais par contre, ce que je trouve, là où c'est sublimé, c'est que je trouve que c'est juste, ça saute aux yeux en fait, que tu te rends compte qu'il y a une. C'est drôle parce que j'ai l'impression que les nanas sont justement se survalorisent. Il y a une forme de presque de prétention en fait, de penser qu'on peut avoir accès, mais parce que peut-être l'appli les mais parce que c'est vrai. C'est vrai. Je vais pas répéter ce que j'ai dit il y a 20 minutes. Ouais, c'est bon. C'est clé. Et c'est une évolution, on va dire, anthropologique ou ontologique des relations. On ne la citera jamais assez.
Il n'y a pas plus important que ça à comprendre. Dérégulation du marché des rencontres en faveur des femmes et qui n'ont pas eu le temps d'évoluer cognitivement et ontologiquement. Elles se comportent comme des... C'est une analogie, ce n'est pas une insulte ou une critique. Comme des gens de classe très très moyenne qui tout à coup gagnent au loto et qui se retrouvent avec 100 millions à utiliser sur leurs 20 dernières années et qui font n'importe quoi. Bah, alors justement, je rebondis parce que je vais te raconter mon anecdote. Donc j'ai fait pas énormément de rencontres non plus quoi là-dessus, mais notamment une avec laquelle ça on va dire relativement cranté. Et c'était assez drôle parce que déjà. Je continue à sourcer ce que je dis. Excuse-moi, je continue à sourcer ce que je dis. Les enquêtes d'emploi du temps de l'INSEE permettent de constater que le temps de liberté mentale a augmenté de 35 minutes entre 86 et 2010 par jour. 35 minutes par jour. Cette émancipation vient confirmer un mouvement de fond qui s'est accéléré depuis le 19e siècle. Ce temps libéré de notre esprit a été multiplié par plus de 5 depuis 1900 et par 8 depuis 1800. Nous avons 8 fois plus de temps mental libre, c'est-à-dire de temps où on pourrait ne penser à rien, qu'en 1800. Pas de temps libre au sens loisir, juste de moments où nous n'avons rien à faire, que dalle. Voilà, pardon. Ah ouais, non mais... du coup j'ai perdu mon fil. Ah bah oui, mais quand je dis garde ton fil, il faut garder son fil aussi. C'est bon, je vais rattraper. Donc oui, donc l'histoire avec cette nana, une jeune femme qui avait 10 ans de moins que moi, relativement jolie, mais pas non plus canon quoi. C'est un peu une girl next door comme tu dirais, mais qui par contre c'est un petit peu s'apprêter quand même. C'est-à-dire, je veux dire, elle s'est pas ramenée au rendez-vous avec les cheveux dégueulasses ou je sais pas quoi. Bref, donc plusieurs séries de rendez-vous. Et puis ce qui était drôle, c'est que dans les rendez-vous qu'on a eu, plusieurs séries, on va dire, il y a eu, je sais pas, 3 ou 4 rendez-vous avant qu'il se passe quoi que ce soit. Ce qui était drôle, c'est qu'à chaque fois, sans avoir vraiment cherché à créer des scénarios pas possibles, j'ai eu des petits coups de pouce du destin, quoi, du style une balade, une promenade dans la ville qui se passe relativement bien, où on se retrouve à un endroit et puis je sais pas, il y a pile au moment où il y a un peu au crépuscule où il y a, je sais pas, les tilleuls qui embaument, où il y a, enfin bref, des petites ambiances comme ça, c'est sympathique. Et voilà, mais sachant que je la voyais quand même un petit peu au frein à main, quoi. Même malgré, en gros, il y avait des connexions qui étaient éphémères. Et t'avais l'impression qu'à chaque fois, il fallait tout recommencer. Mais à chaque fois, ça recommençait assez facilement parce qu'aussi, j'avais des petits coups de pouce du destin. Et puis parce que j'ai peut-être un petit peu les yeux qui font... J'ai peut-être l'aspect ce que tu décris, dans quel séminaire, je sais plus. Le fait qu'on soit un petit peu traducteur d'informations extérieures. Pas traducteur, je sais pas quel terme t'emploies. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois, je me souviens effectivement plus exactement, mais là je pense que si je développe ça, on s'éloigne trop du sujet. Oui, on s'éloigne. Donc voilà, donc il se passe presque ce qui aurait dû se passer, c'est-à-dire que il y a un rapprochement et vient le moment où éventuellement on pourra avoir rendez-vous et coucher ensemble. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que il s'est trouvé que ça s'est tombé un jour, elle était malade, donc moi je passais pas loin de chez elle. Il se trouve que j'avais un médicament qui pouvait faire l'affaire par rapport à ce qu'elle avait. Je me suis dit tiens, je vais passer. Ah, on se demande ce que c'est. Ça. Non, tu veux pas savoir. Non, on veut pas savoir. Non. Donc c'est le voilà. fameux médicament qui ne fonctionne pas, mais qui guérit quand même, mais qui ne fonctionne pas. Ah si, ça fonctionne en l'occurrence. Ah ouais, c'est bizarre. Pourtant, moi, on m'explique depuis 1 an et demi que rien ne fonctionne en fait. C'est marrant. Ah non, c'était oui, c'est vrai, ok. Mais bon, donc non, elle avait un petit truc, pas grand chose, mais bon. Et donc je passe, et là, elle me propose de manger ensemble le soir. Donc là, j'étais un petit peu surpris parce qu'elle était censée être malade, j'avais pas vraiment imaginé ça. Donc,
le soir, donc je reviens, on mange ensemble chez elle. Après, on... Ne perds pas ton fil, perds pas ta note, comme dirait Cochet. Où va-t-on, où va-t-on, où va-t-on? Non, mais sachant que de toute façon, elle me dit, bon, mais on mange ensemble, mais par contre, je te préviens, j'ai pas envie de coucher avec toi aujourd'hui, il se passera rien. Bon, moi je dis, pourquoi pas, de toute façon, je m'en fous, en fait, j'avais pas grand-chose de prévu ce soir-là. Donc voilà, donc on mange ensemble, ça se passe bien, c'est sympathique. On est chez elle, hein, en l'occurrence. Bon, elle était un petit peu tendue, j'avoue, j'ai proposé le petit massage qui fait bien, parce que je sais bien faire. Et puis, donc on finit au lit ensemble, quasiment à poil. Elle me dit, non mais il se passera rien, il se passera rien. Donc moi, en fait, j'ai été, comment dire, parce que j'ai tendance à être un peu courtois, c'est-à-dire que je suis pas dans le mode, comment dire, je dis pas que je suis pas hétérobinaire de base, j'ai un chromosome Y, mais j'aime, voilà, je suis pas un bourrin, quoi. Donc j'écoute, je respecte sa requête, etc. J'ai dormi chez elle avec elle. Il s'est absolument rien passé et je suis parti le lendemain et je savais comment dire, que c'est fini là en fait. Oui, absolument. ça, j'allais te le dire, j'ai pas voulu t'interrompre. Ça sera retenu contre toi. Tu as déchu de ton rang de conquérant, hélas, hein. C'est ce que je me suis dit en partant. Et putain, elle n'a jamais, laisse-moi deviner, elle n'a jamais rappelé. Tu as relancé 5 jours plus tard et elle était extrêmement froide et distante. Non, alors je lui ai dit en partant, je lui ai dit écoute, parce que je partais bosser pendant une quinzaine de jours. Je lui ai dit écoute, je reviens tel jour. En plus, elle m'a dit qu'elle sera en vacances. Je lui ai dit je te propose si tu veux, on prend un week-end, on part 2-3 jours, on va se faire un trek, un truc comme ça, sachant qu'elle est un peu sportive. Donc tu t'y réfléchis et tu me dis ce que t'en penses. Et j'ai reçu une réponse une semaine plus tard, par texto, en me disant, voilà, en gros, il n'y a pas le petit truc qui passe, je préfère qu'on en reste là, quoi, blabla. T'as le truc, en plus, se faire... Enfin, genre, j'ai déjà raconté exactement la même anecdote avec une rouquine qui me plaisait. Je pense que c'était peut-être un de mes deux ou trois coups de foot dans ma vie. J'en ai pas eu beaucoup plus. J'ai, comme toi, décaler le moment de l'intimité parce que je jugeais que les circonstances n'étaient pas réunies. Toi, c'était parce qu'elle était enrhumée. Moi, c'était qu'on n'était pas seul. Il y avait sa coloc, je sais pas quoi, etc. Au bout du le quatrième rendez-vous n'a jamais eu lieu. Ça s'est arrêté à 3. Elle m'a sorti exactement la même chose, qui est qui manquait le détail, machin. J'en ai pas dormi pendant des semaines. J'étais fou furieux. Moi, j'ai réussi à en dormir quand même, mais je t'avoue que sur le coup, j'ai passé une sale nuit, effectivement, et surtout, là, à la fin, ce que je trouve vexant, c'est que ça donne vraiment raison à tous les mecs qui se comportent comme des connards, mais enfin sur toute la ligne, quoi. C'est parce que il y a toujours aussi ce truc où tu te dis mais putain, mais les nanas, mais démerdez-vous pour savoir ce que vous voulez, soyez cohérentes. Mais bien sûr que c'est pas dans leur logiciel dans ce genre de cas, mais c'est assez agaçant parce que voilà, moi je trouve ça, tu ne fais qu'apporter. Alors ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que tu ne fais qu'apporter de l'eau à mon moulin. C'est tout ce que je répète depuis 20 ans. Mais surtout que moi, dans mon cas, à la rigueur, j'avais pas une, comment dire, elle me plaisait relativement, mais c'était pas j'étais pas amoureux, j'avais pas un crush non plus, tu vois. C'est juste. Imagine quand tu l'as. Bah c'est ça, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais si jamais ça s'était produit, mais putain, c'est pas juste, quoi. Voilà, dans un sens, c'est pas juste. C'est-à-dire que après, tu vas me dire la justice, hein, c'est assez relatif, mais par rapport à ce que je trouve, mais là, par rapport à ce que je trouve que même pas que les femmes, d'ailleurs, les gens en général méritent, comme relative sincérité les uns par rapport aux autres dans leurs relations. Et ben c'est dégueulasse parce que à la fin ça donne raison aux gens qui mentent, ça donne raison aux gens qui manipulent, etc. Et en même temps, voilà, moi c'est juste cette petite anecdote que je trouvais et je voulais que tu me confirmes ce que je pensais, qui était que concrètement en fait j'avais failli dans ma tâche de mâle. De base. Je vais me livrer à une subtilité rhétorique qui me mettra
peut-être à l'abri d'une certaine partie des bretteurs. Ce n'est pas moi, Stéphane Edouard, qui te confirme ta conclusion par rapport à ta conclusion. C'est l'issue de ton anecdote qui te confirme ce que tu viens de dire. Moi, je ne confirme rien du tout. Moi, j'entends et je laisse quelqu'un librement constater que son comportement, on va dire, galant, courtois, prévenant, n'exagérons pas, parce que vous avez quand même fini à poil, mais bon, son comportement, on va dire, de respect oral strict et orthodoxe de la parole donnée, lui a valu, tout simplement, échec et solitude. Je ne le valide pas. Je te dis, c'est ton histoire qui s'auto-valide. Et je dis en parallèle que je l'ai également vécu à de nombreuses reprises, et j'ai tellement au fond de moi une fibre de respect, on va dire, traditionnel et courtois, que parfois, même le sachant, je commets encore l'erreur. Ça m'est arrivé l'été dernier, avec Anna, une blonde médecin en Italie. J'ai décliné un baiser. D'accord? De ce jour-là, je ne l'ai jamais revue, alors qu'on sortait avec elle et ses amis, parce qu'en Italie, on se fréquente en groupe. On sortait avec elle et ses amis au moins une fois par semaine, voire à un moment 2, voire 3. Pour me dire au revoir, place Navone, à un moment, je sais pas, elle se met dans mes bras et je vois son visage s'approcher. J'ai été pris au dépourvu, j'imaginais pas le moment comme ça, etc. Je détourne la bouche. Je ne l'ai plus jamais revue ou entendue. Et quand je la croise par hasard, elle m'évite. D'accord ? Et alors, du coup, de guerre lasse, au bout d'un an, c'est-à-dire au début de cet été-là, présent 2021, j'ai fini par la choper, entre guillemets, dans un café où on se rend souvent, la prendre par le bras et lui dire ça fait un an qu'on s'est pas vu, voilà, je trouve ça bête en fait, je trouve ça dommage, j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de très grave. Est-ce que, à défaut d'en parler, on peut juste passer dessus, quoi. Et comme d'habitude, hein, en psychologie, ça s'appelle en langage courant, ça s'appelle du déni. En psychologie, ça s'appelle, si je ne m'abuse, de la scotomisation. C'est-à-dire que la seule attitude, c'est le non. Non, il n'y a aucun rapport avec cette journée, aucun lien de cause à effet. Je ne m'en souviens pas. Non, c'est totalement le hasard si j'ai été occupé par la suite. Bien sûr, je n'ai aucun problème à te revoir, etc. Tu vois? Et je ne l'ai toujours pas entendu, alors que même si elle a effacé mon numéro, nous avons un ami commun, médecin également, qui l'a. Elle aurait très bien... Non, il n'y a plus rien. Et je l'ai déjà... Et ça fait 20 ans que je le dis. Et c'est la voie de garage dans laquelle envoient nos amis néo-féministes, dans laquelle ils envoient les pauvres d'esprit et les faibles qui sont susceptibles de leur emboîter le pas. D'accord? Il les envoie vers la voie de garage de l'insatisfaction, de la solitude. Alors, bon, toi, tu as l'air d'être... tu t'exprimes bien, t'as un beau timbre. Bon, j'ai vu ta photo WhatsApp, t'es pas laid, donc tu ne seras pas réduit à la portion congrue. Bon, moi, je l'ai jamais été, même quand j'étais pas connu. Et alors, en plus connu, je ne serai jamais réduit à la portion congrue. Donc, à la limite, nous ne sommes pas à plaindre. Mais quelqu'un qui n'a pas forcément charisme ou notoriété ou capital quelconque, eh bien, il peut passer à côté de la relation de sa vie pour avoir pris au pied de la lettre les desiderata féminins. Et moi, je trouve ça dommage. Après, si vous voulez en déduire que c'est un appel au viol, bon, bah, vous êtes très lâche et très bête. Hein. Je suis loin de prêter le flanc à ces conclusions. Mais voilà. Oui, et puis je trouve ça dommage pour le coup, vraiment pour les deux parties. Parce que, justement, en fait,
Dans un monde idéal, les gens formuleraient avec une précision de chirurgien ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Mais ça n'est pas un monde idéal. Et prendre ses désirs pour ses réalités, c'est compréhensible d'un certain côté, mais c'est exactement ce qu'on appelle en anglais le wishful thinking, ou en français prendre ses désirs pour des réalités. C'est l'invariant cognitif de l'espèce. C'est ce qui nous tend les bras, c'est notre pente depuis toujours, mais ça ne nous protège absolument pas de l'éternel retour du réel, ou, pour pas faire de stalinisme à la petite semaine, la sanction du réel, quoi. Le réel sanctionne. Le réel écarte. Le réel éloigne. Le réel fait disparaître. Et j'ai 43 ans, j'ai connu un certain nombre de femmes, on va dire plus que l'homme moyen. Je n'ai jamais regretté d'avoir été conquérant. N'extrapolez pas ces paroles, n'en déduisez rien de plus que ce que je suis en train de dire. Je ne l'ai jamais regretté. Et j'ai toujours regretté, les rares regrets que j'ai eus, c'est d'avoir été calme, courtois, respectueux et patient. Systématiquement, quasi systématiquement, ces comportements-là ont été sanctionnés, et toujours de la même façon, par un mépris, un dédain et un éloignement. Bah, c'est disqualifiant, en fait. C'est disqualifiant. C'est ça dont tu as l'impression. Et c'est et vraiment, enfin, moi, La sanction du réel, c'est la disqualification. C'est comme l'équipe de France en 8e contre la Suisse. Hein. on fait les beaux, on pense qu'on en a sous la pédale, on prend des buts faciles parce qu'on pense qu'avec l'attaque qu'on a, il suffit qu'on mette un petit coup de gaz et on en met 3, on en met 2, on en met 4. Le réel sanctionne. Pan, voilà. Et le déni ne sert à rien, la scotomisation ne sert à rien. Quand Anna m'explique que ça n'a rien à voir avec cette journée à la piscine et au... Bon, je le dirai pas pour être trop précis, mais quand Anna m'explique que sa disparition depuis 1 an n'a rien à voir avec cette journée, alors que c'est évidemment la dernière chose qui s'est passée avant sa disparition, c'est du déni. Et le déni, c'est également, comme le wishful thinking, tout ça, ce sont des invariants cognitifs, c'est-à-dire que ce sont des tendances universelles. C'est la solution la plus simple devant un problème, c'est de le nier. Hein, tu dis à un pote qui s'enfile des whisky coca avant chaque repas, tu lui dis, tu sais, à un moment, il faudrait quand même qu'on parle, etc. Non, j'ai aucun problème avec l'alcool. D'accord, très bien. Bah, nie alors. Mais le déni ne protège que très mal de la sanction du réel. Mais alors justement, tu as la question dans les questions que je me pose aujourd'hui, c'est de me dire, sachant un petit peu tout cela, et c'est un peu le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire au plus tu augmentes ta conscience du monde, au plus je sais pas comment dire, mais c'est pas une forme de tristesse ou de mélancolie, tu vois, mais c'est le truc où tu te dis, concrètement, par exemple, moi, bon, en ce moment, ça va, je suis relativement bien seul et j'ai pas forcément envie de me retrouver dans une relation. Mais peut-être qu'un jour, ça me reprendra. Comment est-ce que tu peux, enfin, voilà, comment est-ce que tu peux trouver quelqu'un avec lesquels tu puisses établir des bases cohérentes? Enfin, c'est compliqué dans la société actuelle, c'est-à-dire à la fois t'as éventuellement les problèmes de relation homme-femme classiques, on va dire, presque génétiques qu'on peut avoir. Mais après aussi, t'as en plus la couche de barbarie qui vient en plus se greffer là-dessus. T'as pas mal de choses et je me dis, mais c'est extrêmement difficile de trouver... si en plus tu as un petit peu d'exigence sur la personne que tu cherches, et si surtout tu veux qu'il y ait une relation qui soit relativement paritaire, c'est-à-dire où tu n'es pas dans une forme de manipulation de l'autre et dans laquelle il y a un déséquilibre, compliqué. Enfin, moi, ce qui m'apparaît comme ça de ces quelques mois de réflexion et puis d'expérimentation, on va dire. Mais voilà. Tu
tu vis le destin, ou plutôt le présent, parce que le destin c'est futur, donc tu vis le présent d'un type qui est en train d'acquérir, dans un processus rapide et un peu douloureux, du discernement. C'est pas un goût sucré, vanillé. Le discernement n'est pas satisfaisant cognitivement. D'accord ? C'est pour ça c'est pour ça que c'est la vertu la moins bien partagée. Mais j'ai pas non plus envie de finir. Tu vois, je suis en train de lire Esther Vilar là, L'homme manipulé, et comment dire, alors c'est relativement intéressant. Enfin, il y a quand même vachement de trucs qui sont probants, quoi. En même temps, putain, elle est super raide, et puis tu sens une forme de désillusion, mais il n'y a pas une page d'optimisme. Hein. Pour l'instant, j'en suis au trois quarts du bouquin. Ne nous écartons pas du sujet. Un livre, c'est une forme de narration, d'accord, qui répond à ce que Madame Potron, ma prof de français en première, qu'on n'a toujours pas retrouvée, appelait une problématique, ou ce qu'on appellerait en sociologie un phénomène énigmatique. Le roman est un éclairage, une forme de narration sur un phénomène énigmatique. Enfin, le roman, en l'occurrence, c'est un essai, pour être précis, ce n'est pas un roman. Ça n'est généralement pas une réponse ou une méthodologie pour aller mieux. C'est à toi d'écrire ta narration sur le canevas de tes problématiques. Il y a des gens pour lesquels être en bonne santé est une problématique, et les femmes ne le sont pas du tout. Ils ont un comportement, une attitude et généralement une capacité à se satisfaire assez haute, ou plutôt un seuil de tolérance assez bas, assez haut. Enfin, en gros, ils vont se contenter vaguement de ce que la vie leur envoie et passer un peu sur tout et sur rien, et avoir un niveau d'exigence assez faible. Par contre, donc en gros, le phénomène énigmatique, la problématique que tu m'exposes, pour eux, n'en est pas une. Hein. Ils ont épousé leur plan cul de leurs 23 ans, et puis ça va très bien comme ça, d'accord ? Par contre, ils vont en avoir d'autres qui, pour toi, sont insignifiantes. Leur narration, ça sera réparer les trous de leur canevas à eux, mais les trous, ils seront ailleurs. Il y a des gens pour qui, simplement, ne pas être obèse est le plus grand problème de leur vie. Moi, c'est pas mon problème. Je veux dire, je serai jamais obèse, quoi que je fasse. Il y a des gens pour qui c'est le problème de toute leur vie. Il y a des gens pour qui le problème de leur vie, c'est garder un job, parce qu'ils sont toujours virés. Bon. Donc, d'abord, il faut comprendre quels sont les phénomènes énigmatiques, quelles énigmes nous taraudent, nous fascinent, qu'est-ce qui est le plus compliqué pour nous. Ensuite, il faut s'entourer de toutes les formes de narration possibles. Ça peut être les essais, ça peut être les romans, ça peut être, si on est un peu moins intelligent, les films ou les séries sur Netflix. Ça peut être, si on est un beau gosse, les séminaires, les contenus, tous les contenus, je dis pas que les miens, mais n'importe quoi, tous les contenus intelligents sur le sujet disponibles via Internet. Je vous conseille d'accorder très peu de crédit aux formes de narration qui s'appellent les conversations avec les copines, hein, parce que ça, c'est vraiment la forme de narration la plus faible et la plus creuse, et qui vous induit le plus en erreur. Et de tout cela, vous prenez votre stylo de votre main préférée et vous écrivez, d'accord ? C'est à vous de faire le puzzle, l'énigme, etc. Et il y a une main qui s'appelle la crédulité, qui est généralement la plus véloce, c'est celle qui écrit le plus vite, donc qui consiste en gros à filer des thunes à Je récupère mon ex et à Alexandre Cormon, voilà. Et t'as une autre main, pour ne citer que, et t'as une autre main qui s'appelle le discernement.
qui consiste à aller vers des gens un peu plus fins, un peu plus réalistes, un peu plus pragmatiques, qui vous procurent autre chose que de la satisfaction cognitive. Hein, notre pente, c'est d'aller vers quelque chose qui est satisfaisant pour le corps ou l'esprit. Mais parfois, ce qu'il vous faut n'est pas satisfaisant. La satisfaction et la satiété sont des faux amis. La satisfaction cognitive, c'est regarder des vidéos de chat avec sa grosse le soir, pendant qu'elle est en train de vous tromper sur un truc, qu'elle est en train de rencontrer une célébrité sur Instagram. Ça, c'est la satisfaction cognitive, ça vous plonge dans une léthargie d'attention. C'est l'équivalent de la satiété corporelle. Tu vois, quand tu as le choix entre un truc plein de bonnes protéines et plein de bonnes vitamines et une paella, eh ben, ta pente, ton invariant cognitif, c'est de dire la paella me donnera plus de satiété parce qu'à la fin, je serai calé, voilà. Paella, verre de rosé, soleil, je vais devenir du beurre, je vais me liquéfier, tu vois. Satiété corporelle et satisfaction cognitive, ce sont les deux versants de la même sensation. C'est ce vers quoi notre naturel nous pousse en premier. Et il faut de temps en temps s'y adonner, parce que si on ne s'y adonne jamais, on devient ce qu'on appelle un orthorexique ou un orthopratique, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans un contrôle permanent d'absolument tout ce qu'il ingère, il y a des orthorexiques de la nourriture, des orthorexiques du sommeil, qui valorisent tellement le fait de bien dormir qu'à la fin, ils développent presque des pathologies, ils dorment quasiment plus parce qu'ils ont testé tous les matelas, tous les oreillers, toutes les techniques, le bracelet qui vibre autour de toutes les heures et demie, autour du poignet pour je sais pas quoi. Bon. Donc sans devenir un pratique rexique ou orthodoxe ou quoi que ce soit, il faut se méfier de la pente de la satiété cognitive ou satiété corporelle. C'est très 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 rarement une bonne solution, mais on a deux mains pour écrire. Il faut un peu de discernement et parfois un petit peu de crédulité pour également savoir, à juste titre, se mentir un petit peu. Demande à tes grands-parents ou arrière-grands-parents comment ils ont fait pour passer leur vie ensemble. Parfois, ils ont fermé les yeux. Oui, bien sûr. Légèrement. Bien sûr, mais de toute façon, pour le coup, c'est les relations longues de ce point de vue-là. À un moment, on n'est pas chez Disney. Hein. Il y a quand même une grosse partie de travail. Mais par contre, à mon sens, ça peut ne fonctionner que s'il y a quand même une forme d'honnêteté comme principe de base, quoi. Enfin, une honnêteté. Oui, et puis aussi un but commun qui soit assez clair. Mais bon, ça c'est notre problématique. Ça, CF, séminaire feuille de route. Pour une autre fois. Ça va faire 1 heure, Nicolas, faut que je te laisse. Oui, certes. D'autant plus que moi aussi j'ai des trucs à faire. Ok, et ben très bien, merci beaucoup. Eh bien, tu es VIP, tu rappelles quand tu veux. Ouais, à tantôt. Ciao. Tiens, au fait, fais-moi 2 secondes de publicité, ou pas d'ailleurs. Comment se passe ton abonnement VIP? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu le recommandes? Oui, bien sûr, je recommande. Alors, ce que je recommande, c'est... pourquoi ça vaut le coup dans le sens d'être VIP? Parce que c'est moins cher que d'acheter des séminaires en groupe, mais c'est une bonne raison. C'est pas que vrai. Mais je pense que c'est un petit peu comme quand aussi tu vas par exemple c'est un très con ce que je vais prendre comme parallèle, mais c'est un peu comme quand tu vas à une salle de sport, quand tu payes un abonnement à une salle de sport, si t'es un petit peu sérieux, ça te fait quand même assez mal au cul de filer un peu de thunes chaque mois pour au moins aller te bouger ta graisse, quoi. Et je pense que objectivement, enfin bon, cela dit, moi j'ai tendance quand même déjà à pas mal chercher d'informations et réfléchir dans mon coin, mais je sais que chaque mois j'aurai un nouveau truc pour à réabsorber, à redigérer, sur lequel et ça je trouve que c'est pas mal en fait d'avoir une forme de tempo comme ça sur du temps long. Ça fait que tu passes, parce que j'imagine t'as pas mal de gens qui doivent s'abonner quand ils ont un problème et puis après dès que ça va mieux ils se cassent. Hélas. Je pense que justement c'est à partir du moment où ça commence à aller mieux que c'est plus intéressant et que justement tu peux aussi élargir ton champ de réflexion
Et moi, finalement, j'ai plus compris de choses en allant sur en écoutant des séminaires qui n'étaient pas directement sur mes problématiques. Que sur des trucs qui étaient vraiment très très ciblés. Même si je recommande H pur, Logique des femmes, je trouve c'est surtout H pur. Je trouve qu'il y a vraiment des pépites là-dedans. Mais et tu te rends compte que le séminaire H pur, aussi appelé Logique des hommes, aussi appelé Comprendre les hommes, tu te rends compte que les femmes produisent des essais, des revues, des documentaires, des interviews, des romans sur ou impliquant des hommes depuis l'invention de l'imprimerie. Peux-tu m'en citer un qui décode ou qui, on va dire, qui propose une hypothèse explicative, parce que décoder, ça serait un peu prétentieux. Peux-tu me citer un roman, essai, documentaire, interview, quoi que ce soit, où une ou plusieurs femmes, on va dire une forme de narration, où elles expliquent les énigmes de l'homme et proposent des hypothèses de façon aussi claire et précise et un peu plausible que dans ce séminaire-là. Je n'en ai jamais lu, mais encore une fois, je demande, allez-y, dites-moi, tel livre est meilleur que ton séminaire. Et je vous assure que si c'est vrai, je le dirai. Je n'en ai jamais trouvé. Surtout que moi, ce que je tiens à souligner, c'est que ce que je trouve intéressant dans ta démarche, c'est que t'es pas, comment dire, biased. T'es pas biaisé. C'est pas, c'est pas biaisé. C'est équitable. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, chacun en prend pour son grade, aussi bien les hommes que les femmes. Et je trouve que c'est très important. D'ailleurs, tiens, c'est ce dont tu parles là dans quel séminaire, dans ce qui ne te détruit pas te rend plus fort. La question de merger avec sa partie, son côté obscur. Ah bah attends, tu tombes mal, c'est le seul qui est pas de moi, celui-là. Il y en a un sur 100 dont je me suis servi des travaux de quelqu'un que je cite nommément. Tu confirmes que je cite nommément le médecin dont je parle. C'est le seul. Sinon tous les autres sont de moi à 100%. C'est le seul où je m'appuie sur les travaux de quelqu'un. Et un autre vendeur de formation. Oui, mais c'est pas un péché. Mais un autre vendeur de formation se serait appuyé sur les travaux des autres dans 9 formations sur 10 et ne l'aurait jamais reconnu. Mais en tout cas, voilà, enfin, bref, tout ça pour dire que je trouve que c'est important d'arriver en général à mieux se connaître et qu'on le découvre que sur du long terme. Et puis aussi, moi, ce que j'aime avec cette formule-là, c'est que depuis, finalement, ça me permet aussi d'expérimenter ce que j'entends. Et de valider ou d'invalider aussi, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas du, faut pas prendre les choses comme ça. Faut arriver à les ingérer et à les valider pour soi, pour que ça ait une quelconque valeur. Et oui, comme disait Cochet, il faut que les textes passent par vous, sinon on n'y croit pas. Exactement. Et ça me paraît une bonne conclusion. Exactement. Merci Nicolas, au mois prochain. Au revoir. Ciao.